député maire de Marseille a été victime d'un malaise alors qu'il se restaurait tôt ce matin à son domicile, après avoir assisté au comité directeur du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône. Cela fait maintenant près de 15 heures que Gaston Defferre lutte ici à l'hôpital de la Timone contre la mort. Pris d'un malaise cette nuit, le maire de Marseille souffre d'un traumatisme crânien. Il s'est ouvert le crâne en tombant sur un vase et a perdu beaucoup de sang. Non, ma foi, elle a dit qu'il n'était pas mort. Hein. Vous croyez pas alors? Écrit que non. Et non, mais lui, il va revenir, vous allez voir. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va pas en sortir. Je le souhaite qu'il s'en sorte. Voilà, 2 kilos. La vie continue, on n'y croit pas vraiment. Lorsqu'un maire est devenu aussi populaire que le principal monument de sa ville, il ne peut pas disparaître. Le choc titre la Marseillaise. Oui, pour les proches, les amis et les adversaires de Gaston Defferre, mais la ville, elle, semblait ce matin en attente. François Mitterrand a appris la nouvelle ce matin à Roissy. J'ai appris cet accident. Depuis ce moment-là, je me suis tenu constamment informé auprès de sa femme, qui est également une amie très proche. Bon, j'éprouve le sentiment, s'il ne devait pas se relever, d'une grande perte pour la France et pour moi d'une grande peine. Avec François Mitterrand, Gaston Defferre reste à gauche la dernière grande figure politique nationale de l'après-guerre. Celle d'un résistant protestant qui fera ses armes sous la 4e République comme décolonisateur et qui, sous la 5e, tentera à 2 reprises de conquérir l'Élysée. C'est à Épinay en 1971 que ces 2 avocats comprendront que leurs destins sont liés. Aux députés de la Nièvre de bâtir un parti socialiste capable de conquérir le pouvoir, au maire de Marseille d'y contribuer en lui apportant les voix de la puissante Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Lorsqu'enfin en 1981, François Mitterrand accède aux commandes, Gaston Defferre a 76 ans. Trop tard pour occuper Matignon, il en fera donc son unique ministre d'État, aboutissement symbolique d'une longue marche complice. Mais cet ultime comeback sonne aussi comme un glas. Il faudra 2 ans à peine au numéro 2 du gouvernement pour laisser une trace politique, mais aussi miner sa succession à Marseille et détruire un certain jour de juin 83 son pacte de confiance avec le chef de l'État. On pensait que le plus beau rôle qu'on puisse lui donner, c'était d'être président de l'Assemblée nationale. Parce que alors là, l'Assemblée nationale, c'était quand même un rôle, c'était d'abord un palais, c'était ensuite la Chambre des députés qu'il connaissait parfaitement, le Sénat également. Donc voilà, on se disposait à lui dire « Gaston, nous souhaitons que tu prennes la présidence de l'Assemblée nationale ». Il n'en a pas voulu. Il trouvait qu'on se moquait de lui presque. Enfin, ça me surprenait, quoi. Hein. Je dis comment? C'est pas un rôle actif, ça. Moi, je veux être ministre de l'Intérieur. Il a ajouté, je voudrais être aussi le ministre de la décentralisation. Il était décidé à ça, quoi. J'ai la responsabilité de mener à bien la décentralisation et la régionalisation. C'est une tâche immense dans un pays aussi centralisé que la France. Et puis peut-être que Gaston Defferre a été en quelque sorte victime de son mythe. Bon, Marseille est une ville difficile, en tout cas réputée telle, avec des faits divers exceptionnels, un dynamisme sociétal assez extraordinaire. Et Gaston Defferre avait cette réputation, bonne ou mauvaise, de savoir faire face à ce genre de situation. Et ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre de la Police, c'était peut-être, a-t-on considéré, une bonne place, et en tout cas là où Gaston Defferre pourrait déployer ses capacités. Et on avait ce sentiment extraordinaire d'être arrivé au pouvoir et qu'il fallait tout faire. Et Gaston Defferre, à un moment, nous a dit à tous, et ça nous a laissé stupéfaits, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais à Marseille, Gaston Defferre est en sursis.
La cité phocéenne est impatiente de voir un successeur socialiste adoubé par ce maire qui règne sans partage depuis 35 ans sur le Vieux-Port. Mais rien ne vient. Au contraire, plus les ambitions s'affichent, moins les stratégies du ministre sont claires. Plus la ville se métamorphose, moins il croit à la nécessité d'en confier les rênes à d'autres. À la fin des années 70, Defferre s'aperçoit que la ville est en train de se vider de sa substance petite bourgeoise même. C'est un phénomène très particulier à Marseille. Marseille ressemblait à Los Angeles, comme accueil de populations diverses, avec des flux migratoires intenses. La petite bourgeoisie s'est un peu effrayée. Et dans la fin des années 70, il y avait le déclin du port déjà. Donc elle n'est plus maître de son port. Elle n'est plus maître, la ville, de sa canebière. Les constructions même se sont délabrées, tout s'est délabré, le centre-ville. On a essayé de stopper l'hémorragie. Les Marseillais sont sortis hors les murs de la limite, c'est-à-dire les montagnes. Ils ont quitté la ville et là, il y a eu un déclin démographique pour la première fois. Il a rien pu faire pour l'arrêter. Il a appelé San Marco, qui était un haut fonctionnaire issu de la préfectorale, pour gérer les affaires de la ville, qui en avait bien besoin, parce que San Marco était appelé pour ça. J'arrive au quotidien dans Gaston Defferre à partir de juin 78. J'ai été bien accueilli. Ensuite, Gaston a convoqué tout le monde. Alors ça se passe. Et bon, alors voilà, je vous présente, il y a une espèce de cérémonie d'adoubement, ce qui fait que tout le monde est au garde à vous. Bon. Donc les gens comprennent que de toute façon, il ne faut pas m'embêter. Il y a un côté un peu citadelle, il y a un côté, évidemment, avec le temps. De toute façon, le travail à la mairie était énorme. Il n'a pas cessé d'être important. Et de mettre en cause des dispositifs en place liés à des personnalités qui avaient fait un énorme travail avant, mais bon, au bout d'un moment, ça ne correspond plus aux exigences de modernité. Voilà, surtout dans une ville qui souffre, qui ne peut plus se permettre d'attendre. Pendant des années, des décennies, on avait utilisé les fonds publics, des opérations qui n'étaient pas tout à fait conformes au code. Il fallait que San Marco mette de l'ordre là-dedans. Il y a des résistances, parce qu'au bout d'un moment, la gentillesse, etc., vous avez la réalité, au bout de quelques mois. Bon. Alors à ce moment-là, c'est simple, on va voir Gaston Defferre. Les gens, évidemment, ont pu parfois penser qu'ils étaient bousculés, de fait ils l'étaient, mais c'était le prix à payer à garder cette municipalité debout et à préparer l'avenir. En même temps, moi je me suis tenu à l'écart des batailles du parti. Le parti, c'était Michel Peuzet. Aujourd'hui, rien ne va plus pour Charles-Émile Lot. Il a perdu son siège de député au profit d'un giscardien bon teint, Jean-Claude Gaudin. Il a perdu son poste de secrétaire fédéral du Parti socialiste au profit d'un conseiller municipal, Michel Peuzet, un avocat de 37 ans, porté sur les fonds baptismaux du socialisme par Gaston Defferre lui-même, et qui est devenu secrétaire national du PS après le congrès de Metz. Michel Peuzet est donc maintenant l'homme qui monte. Mais dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille même, rien n'est moins sûr. Car Gaston Defferre laisse entendre que si sa succession venait à s'ouvrir, il faudrait compter aussi avec un autre jeune, son chef de cabinet à l'hôtel de ville, Philippe San Marco, un homme dont le père était déjà collaborateur de Gaston Defferre quand il était ministre de la France d'Outre-mer. Aujourd'hui, le maire de Marseille laisse dire, mais n'ajoute rien. Il sait bien de toute façon que si le label Defferre peut être nécessaire à quelqu'un dans l'avenir, c'est le suffrage universel qui tranchera en dernier ressort. Et puis, on peut avoir aussi l'impression que Gaston Defferre s'amuse désormais, avec un malin plaisir, à brouiller les pistes. Defferre se sert du congrès de Metz pour, non pas prendre la fédération, il l'avait déjà, mais redistribuer les rôles à l'intérieur de la fédération. Lui-même étant courant A, Mitterrand, il décide que Charles-Émile Lot va être courant B. Mais c'est lui qui le décide, tout ça, s'il avait fallu, on faisait autrement. Et Michel Peuzet, qui lui était un historique rocardien, on lui dit, toi, tu es le patron du courant A. Voilà, ça se passe comme ça. Peuzet était avec moi, un courant B, voilà, un bon exemple. Alors, il me le pique, quoi. Finalement, il assure sa promotion, quoi. Il y a une stratégie qui a changé après le congrès de Metz, et avant, en tout cas pour la fédération, je parle. Lorsque, en accord avec Gaston Defferre, je dis, très bien, je souhaite être premier secrétaire, et il était tout à fait d'accord, j'ai toujours posé comme règle en disant, si je suis premier secrétaire, j'appliquerai totalement les statuts, quels qu'ils soient.
car on était dans une fédération où il y avait une légitimité du pouvoir autour de Gaston. Les militants, Gaston, il avait toujours raison. Gaston prend conscience pour la première fois de sa vie qu'il ne suffit pas qu'il claque des doigts pour que les gens soient au garde à vous. Il faut quand même savoir que la Fédé est dirigée par Gaston Defferre. C'est lui qui, quand même, désigne tous les cadres du parti, comme il désigne les cadres du Provençal, les dirigeants d'Amérique, comme il distribue les investitures. J'ai connu des congrès où, par exemple, sur le programme commun, bien, dans les Bouches-du-Rhône, tout le monde était très anticommuniste. Donc l'idée du programme commun, tout le monde l'a rejeté. Et au congrès fédéral, dans le département, on vote contre. Puis on arrive à Paris, et là Gaston, pouf, bascule tous les mandats avec Mitterrand. Il n'y a eu aucune réaction négative des socialistes dans les Bouches-du-Rhône, parce que tout ce que faisait Gaston, c'était légitime. Et ça, je ne pouvais pas rentrer dans cette logique. Le Parti socialiste a un règlement, j'entends l'appliquer. Et il me dit d'accord. Le jour même où Gaston était désigné ministre. Moi, le lundi d'avant, je réunis la fédération et je dis, bon, on a les législatives, désignons des candidats. Et donc je fais désigner une femme, Lougared, dans une circonscription. Gaston revient et me dit, on fait la commission électorale. Je dis, non, pas de commission électorale. Il dit, on fait la commission électorale. Très bien. On fait la commission électorale et Gaston dit, je ne veux pas Madame Lougared, on va mettre un homme. Et les mêmes qui avaient voté le lundi pour moi votent le mercredi contre moi. On sort, et dans la voiture, il me dit, j'ai gagné. Je lui dis, non, tu n'as pas gagné, parce que je fais appel à Paris, et à Paris, tu seras battu. Et le dimanche qui suivait, je fais appel à Paris, et à Paris, ils avaient nommé Lougared. C'est la première fois que Gaston Defferre est contesté dans son autorité. Oui, en effet, c'est un tournant. C'était pas des rapports du tout tendus. C'était un jeu, il y avait un côté jeu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Il y avait un côté où ça l'amusait de voir qu'on pouvait un peu lui résister. Le problème, c'était quelle était la dose de résistance. Donc, tout ça est à la fois complexe pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, on a compris quoi? On a compris qu'une jeune génération arrivait. C'est Michel qui l'incarnait. Et plutôt brillamment, on va dire. Hein. Donc, pendant toutes ces années, ce jeu, bon, il y a Philippe à la mairie, il y a Michel à la fédération, c'est un jeu qui marche bien. Le doyen des ministres le sait-il vraiment? Prend-il la mesure de ce qui l'attend? Tandis qu'à Paris, la droite ne laisse aucun répit au gouvernement, des événements dramatiques le rattrapent. Et c'est le maire de Marseille qui est en première ligne. C'est dans cette maison d'Oriol, près d'Aubagne, que le massacre a eu lieu. Une fermette que Jacques Massier retapait à ses moments de loisir. Il y avait un contexte qui, depuis plusieurs années, qui était assez inquiétant. On sentait, il y avait eu des affaires à Marseille. Il y avait eu cette affaire, ce terrible assassinat de l'affaire d'Oriol, le chef du SAC assassiné avec toute sa famille par d'autres membres du SAC. En quelque sorte, le dérapage sanglant d'une tribu politique. Massier était responsable local du SAC, le service d'action civique. Le 26 avril dernier, alors qu'il collait des affiches pour l'ex-majorité, il avait essuyé des coups de feu. Alors, une hypothèse, s'agirait-il d'un règlement de compte politique? À l'occasion de l'affaire d'Oriol, à partir du moment où la police n'a pas été tenue en laisse pour faire éclater toute la vérité, un certain nombre de truands ont été arrêtés. Ces truands étaient même des assassins. Et, comme par hasard, ils appartenaient à une formation que connaît bien M. Santoni, qui m'a combattu à l'occasion de chaque campagne électorale, parfois les armes à la main, qui s'appelle le SAC. Alors, si on veut parler de truands, il faut savoir où ils sont. Et quels sont les hommes politiques? Quels sont les hommes politiques qu'ils soutiennent pendant la campagne électorale et pour lesquels ils se battent? Et autrefois, il est arrivé que non seulement ces truands se battent pour vos amis, Monsieur Santoni, sans doute pour vous-même, mais que par-dessus le marché, ils soient recrutés à un endroit où on ne risque pas de se tromper, c'est-à-dire à la prison des Baumettes. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il a son franc-parler de faire. Il faut que je fasse des excuses publiques à Gaston Defferre, parce que dans sa ville de Marseille, je l'ai un peu taquiné à une époque. Et je trouve que comme ministre de l'Intérieur, il est pas mal du tout. Il y avait eu l'affaire Lucet, un suicide ou assassinat du responsable de la sécurité sociale sur fond de crise et de concurrence syndicale entre la CGT et FO. L'affaire est entre les mains de la police judiciaire, c'est-à-dire de la justice. Puisque vous savez comme moi que si administrativement la police judiciaire appartient au ministère de l'Intérieur, en fait et en droit,
il est sous les ordres du parquet ou des juges d'instruction. Je n'ai donc pas le droit d'en parler. Je suis navré, monsieur le ministre, mais les premières constatations ont été faites par la sûreté urbaine, non pas par la police judiciaire. À la demande du parquet. Vous, dans ce cas-là, pour l'instant, vous n'intervenez pas. Dans ce cas-là, je deviens muet. Dans l'état actuel du malaise, est-ce que vous seriez personnellement partisan pour dissiper ce malaise de l'ouverture d'une information judiciaire? Je crois que des experts ont été commis. J'ai lu ça dans les journaux, je l'ai entendu en vous écoutant. Eh bien, cela dépendra évidemment des conclusions de ces rapports d'experts. C'est habile, monsieur le ministre. Il y a eu d'autres affaires comme ça, et chaque fois, Defferre était au milieu. Ça se passait dans sa ville et commençait à être pris à partie par une partie de la presse. Il y aura une affaire dite des fausses factures. Un matin, il va apprendre que 40 fonctionnaires de la mairie de Marseille sont rassemblés dans la salle baillie de Suffren, qu'il y a le chef de l'urbanisme là-dedans, qu'on va leur mettre des menottes et qu'on va les amener à la prison des Baumettes, où une main anonyme ira faire un graffiti « Mairie annexe ». Pourtant, en 1980, M. Gaston Defferre, le maire de la ville, avait mis en place en mairie un service spécial de contrôle des marchés. Service placé sous l'autorité directe de son adjoint délégué aux finances. Service chargé de contrôler les différents marchés entre la ville, les sociétés et les entreprises. Eh bien, certains fonctionnaires peu scrupuleux ont réussi à passer à travers les différents contrôles de ce service. Aujourd'hui, ils sont inculpés de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et d'escroquerie. Gaston Defferre est, à mon avis, ébranlé par cela. Il n'en savait strictement rien. Il va tenir des propos d'une violence inouïe à l'égard de ses fonctionnaires. Et les gens auront du mal à le croire. La malhonnêteté est une chose immonde et insupportable, surtout quand elle se produit avec les deniers publics. Eh bien, contrairement au gouvernement précédent, qui étouffait ce genre d'affaires, que ce soit le SAC qui intervienne ou les ministres, eh bien moi, j'ai immédiatement téléphoné à Marseille dès que j'ai appris cela. Et j'ai demandé qu'une plainte soit déposée. Vous avez peur, en fait, de la décentralisation. Ses amis politiques le couvrent, au Parlement comme à l'Élysée. Et même si parfois on ne comprend pas toujours sa stratégie, le ministre d'État est pour l'heure inattaquable. Et il suffit. Il n'y a que la vérité qui blesse. Gaston Defferre était venu à Place Beauvau avec un projet politique précis qui était de faire la décentralisation. Il n'y a aucun problème. On lui a fait un cabinet génial. Les Givilly, Roussely, Thirier, vraiment il a eu une force de frappe incroyable. Et là, d'ailleurs, on est le seul cabinet que Mitterrand n'a pas constitué. Il connaissait bien les rouages de l'Assemblée, et donc, dans la bataille que nous a menée contre nous la droite, qui ne voulait pas du tout de la décentralisation, je dois dire qu'il a été vraiment très combatif dans les débats parlementaires. Les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française et qu'il faudrait y revenir. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés? C'était son grand dossier, comme il avait fait la décolonisation de l'Afrique, par exemple. La décentralisation. Et c'est vrai que la police n'était pas un sujet qui le branchait véritablement. Et très vite, l'actualité, là aussi, nous a rattrapés. Et puis surtout, la vague d'attentats en 82. À leur bureau ou dans les boutiques. À 9h01, cette voiture en stationnement devant le numéro 33 explose. La déflagration est si forte qu'elle souffle façades et vitrines dans un rayon de 150 mètres, tue une personne et fait 63 blessés. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour démasquer les coupables, les mettre entre les mains de la justice et renforcer les dispositifs de protection de la population. Ça commence à déraper, là, et le Front National commence à s'implanter à l'intérieur de la police. Et là, la chose que peut exiger Mitterrand de Gaston Defferre, c'est « il faut que tu tiennes tes troupes ». Les questions de sécurité, il a du mal. Il a du mal parce que c'est un vieux libertaire, on va dire. Un petit côté anard, donc tout ça... Il a peut-être un peu négligé l'aspect sécurité et police. François Mitterrand, c'est le président de la République, quoi. Enfin, il estimait qu'on n'arrivait pas à
résoudre ce problème-là. Si bien que il a dans l'idée que ça irait mieux s'il prenait directement en main, lui, ce problème, par l'intermédiaire quand même d'un secrétaire d'État. Gaston Defferre l'a mal vécu. Il y a vu effectivement une perte de confiance de la part du président de la République. Il a voulu imposer son homme comme secrétaire d'État. Il ne l'a pas réussi. François Mitterrand a préféré nommer Joseph Franceschi. En contrepartie, Gaston Defferre a obtenu de François Mitterrand que je sois moi-même le directeur de cabinet de Joseph Franceschi, tout en restant conseiller technique police auprès du ministre de l'Intérieur, si bien que j'avais ce rôle assez difficile d'assurer la liaison entre deux hommes qui ne s'entendaient pas et qui se percevaient l'un et l'autre comme rivaux. Mais lui, c'est la décentralisation. Il commence, premier projet de loi, le mois de juin, juillet, là, il commence, c'est du non-stop. C'est jour et nuit. Alors pendant ce temps-là, il y a des problèmes de sécurité qui sont inhérents à la fonction. Ce matin, ils étaient près de 2000 aux obsèques du gardien et du brigadier tué avenue Truden, cité à l'ordre de la nation. Recueillement et dignité. Mais au départ de Gaston Defferre et de Joseph Franceschi, les premiers sifflets, les cris montent. À la sortie de la préfecture, 1500 manifestants partent place Vendôme au ministère de la Justice. On y voit des syndicalistes policiers d'opposition. L'après-midi, avenue Truden, la FPIP, syndicat proche de l'extrême droite, appelait à défiler silencieusement. Mais au-delà de ce seul syndicat, une foule impressionnante de policiers s'était réunie. Des non-syndiqués. Le décrochage entre Mitterrand et Defferre, c'est la manifestation des policiers devant le ministère de la Justice, place Vendôme. Et évidemment, il y a dans cette manifestation quelque chose d'extrêmement trouble. Il y a d'abord la révolte de la police contre l'État et la République. Il y a évidemment quelques cris nauséabonds sur le fait que pas d'intérêt juif et ce n'est pas ignoré au Front National. Et là, que Defferre n'ait pas pu empêcher cela a dû être très très mal ressenti par François Mitterrand. Son problème était autre, c'était Marseille et la décentralisation. Mais pendant ce temps-là, ça fermentait à l'intérieur de la police. Et ça lui a été fatal. C'est, je crois, ça qui lui a coûté la proximité avec Mitterrand. Finalement, c'est la décentralisation qui est glorifiée. Je crois, c'est la responsabilité des élus, c'est-à-dire que nous n'aurons plus la faculté de dire « Ah, c'est pas notre faute, c'est la faute au préfet, c'est la faute à l'administration ». Ça sera directement notre faute, maintenant, au moins c'est clair et c'est net. Et parallèlement, et c'est ce que je dis dans mon discours, je pense qu'il faut que les citoyens de cette région, de ce pays, prennent eux aussi leur destin entre les mains et soient à nouveau des responsables. À l'Élysée, les jours de Gaston Defferre sont désormais comptés. Depuis cette manifestation de policiers, son autorité est contestée à Paris par des députés qui s'énervent ou ricanent, et à Marseille par des rivaux qui s'impatientent ou le houspillent. Mitterrand s'apprête à le lâcher quand le ministre d'État tente un coup de poker. C'est son fauteuil de maire qu'il se prépare seul à sauver. Nous vous proposons de déconcentrer, de décentraliser la gestion des 3 plus grandes villes françaises au profit des élus. Pour nous, comment il arrive par l'habileté politique, parce qu'il a tous les moyens en tant que ministre de l'Intérieur. Il va nous accrocher la loi Paris-Lyon-Marseille et même, ce qui est une subtilité encore plus machiavélique, le découpage. Il met le découpage de Marseille dans la loi. Et je me souviens toujours d'Henri Emmanuelli, parce qu'il était secrétaire d'État au budget ou je ne sais quoi à l'époque. Et c'est lui qui avait été chargé de présenter cette loi à l'Assemblée nationale, parce que Gaston avait des affaires ailleurs, et qu'il lui était difficile en tant que ministre de l'Intérieur de présenter lui-même la loi sur Marseille. À Paris, il y a 20 arrondissements, 20 mairies. À Lyon, 9 arrondissements, 9 mairies. À Marseille, il y a 16 arrondissements. Non, non, non. Il coupe la ville en 6 morceaux. Et Henri lit en disant, eh bien écoutez, il y a une cohésion dans ce secteur parce qu'il y a une ligne de tramway qui fait tout le secteur. Et Gaudin, qui était donc là déchaîné, dit, ah ben, monsieur Emmanuelli, on voit bien que vous ne connaissez pas Marseille, il n'y a pas le tramway sur ces trucs. Tantôt il met 4 arrondissements, tantôt il en met 3, tantôt il en met 2, tantôt il en met un seul. Parce qu'on lui a expliqué au ministère de l'Intérieur, où il a toutes les possibilités, que s'il ne fait pas cela,
c'est Gaudin qui gagne. Et on peut faire confiance à Gaston Defferre qui connaissait la sociologie politique de sa ville pour faire en sorte que les secteurs lui soient favorables. En règle générale, au municipal, vous irez donc unis, sans bataille de chef? Nous irons tout à fait unis. C'est d'ailleurs la condition essentielle pour que nous puissions gagner. Et croyez-moi, avec la politique que la coalition socialo-communiste est en train de mener, c'est l'opposition qui gagnera les élections municipales. La gauche perd 35 villes, titre en grosses lettres François, et Guy Barret d'ironiser sur la victoire à la Pyrrhus de Gaston Defferre à Marseille. Ce que je peux dire, c'est que je suis content et que j'ai, comme vous avez employé cette expression, à la bouche, un goût fort agréable. Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, avait fait un petit découpage quand même aux petits oignons, ce qui s'est avéré juste parce qu'il a été élu avec moins de voix que Jean-Claude Gaudin. Dans une position tout à fait différente, et vous le reconnaîtrez avec moi, plus avantageuse et plus agréable. C'est ça qui est merveilleux. Donc ça le replace comme stratège quand même de la politique. L'homme est au sommet du pouvoir. Il a l'appui complet, bien entendu, de ceux qui gouvernent notre pays. Il a une puissance de tir extraordinaire parce qu'il possède un journal. Et ce journal, le Provençal, bien entendu, est uniquement à son service et me démolit tous les matins d'une manière extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous dis, il me fallait quand même du culot, de l'audace, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour me lancer là-dedans. Autrefois, on ne parlait pas de la sécurité. Maintenant, on en parle parce que la peur ou la tentation de provoquer la peur a toujours été un argument de la droite. Nous ne sommes pas un sous-marin de Defferre. Nous ne sommes pas un sous-marin de Gaudin. Nous ne sommes pas un sous-marin. Nous sommes le grand vaisseau de sauvetage du peuple Mannovelli, qui s'était inscrit dans le jeu électoral qui faisait campagne uniquement là-dessus. Et Gaston Defferre avait été très sensible à ce souci sécuritaire, et donc on avait effectivement fait un premier tour totalement sur une ligne sécuritaire. Malgré tout, il y avait contre lui une usure même à Marseille. C'est vrai que ce premier tour, on le prend tous dans les gencives. Hein, je veux dire, on s'imaginait que ça serait difficile, mais à ce point, non. Les Marseillaises et les Marseillais, dimanche dernier, m'ont envoyé un message d'espoir et de renouveau en me plaçant largement en tête dans ce scrutin de ballottage. Moi, je suis déjà élu. Monsieur Defferre ne l'est pas dans son propre secteur. Gaston Defferre me dit, tu prends la direction des opérations, perdu pour perdu. Nous changeons complètement la tonalité de la campagne. Donc nous nous retrouvons le lundi matin à 7h dans son bureau, parce que Gaston donnait des rendez-vous très matinaux. Et nous décidons de convoquer l'ensemble des organisations syndicales et l'ensemble des associations citoyennes de Marseille. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on inaugure dans notre région, ce qui est devenu une tradition depuis, des campagnes panachées entre le politique, le syndical et l'associatif citoyen. Et on change complètement de tonalité de campagne. On fait une campagne sur les valeurs de gauche, sur la solidarité, sur Marseille fraternelle. Moi, j'ai été dans les militants et je m'occupais que de coller des affiches ou aller voir les habitants de la ville de Marseille chez eux. Quelquefois, il fallait mettre le pied dans la porte parce qu'ils ne voulaient pas vous recevoir. Ils étaient des opposants. La semaine entre les deux tours, ça a été une semaine de folie dans Marseille. Au-delà de l'appareil socialiste, au-delà de l'appareil defferriste, ça a été une mobilisation du monde associatif comme on n'avait jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. L'enjeu ce soir se passe dans un studio de télévision. À 16h, les deux candidats arrivent, l'un après l'autre, pour leur premier, unique et véritable face-à-face en campagne électorale. L'événement a déplacé toute la presse nationale. Les règles d'enregistrement sont strictes et contrôlées par huissier. Rien ne doit filtrer du studio pendant l'enregistrement. Il est clair qu'il va essayer de m'impressionner. Par exemple, il va arriver avec un gros dossier. Comme si on allait fouiller dans ma vie et qu'on allait trouver des choses ahurissantes dans ma vie. Je n'avais pas encore la maturité que je peux avoir aujourd'hui. Et donc, il est clair qu'il a été meilleur que moi dans le débat. Dans un bar, à l'époque, entre les deux tours, il y a le correspondant de Libération, il y avait aussi Jean-Noël Tassez, alors directeur de la Marseillaise, et puis des amis de M. Mannovelli. Et nous apprenons au comptoir que deux membres éminents donc
de l'extrême droite marseillaise étaient sortis le soir même du bureau de la mairie de Gaston Defferre avec des valises pleines. Le Front National n'existait pas à l'époque. Il faut voir quand même comment les choses... Donc ça veut dire que ces électeurs, ils étaient bien là, puisque 2-3 ans après, il y avait 50 000 électeurs marseillais qui votaient Front National. Donc ils étaient là, quelque part. Chez tout le monde, en fait. Et voilà qu'une liste Marseille Sécurité franchit la barre des 5%. Quoi. C'est ce qui nous sauve. Si Manovelli avait été sur les listes de Gaudin, on était mort au premier tour. Donc on dit il faut passer à la discussion. Voir si cette sécurité est une sécurité de droite ou si c'est une sécurité de gauche. Et donc, Marcel Paoli et moi-même, et M. Bernardi d'ailleurs aussi, sommes mandatés pour rencontrer Manovelli. Un accord se passe. Très bien. Je me suis quand même entretenu avec le directeur de cabinet du président de la République. Attendez, je ne suis pas un enfant de cœur. Hein. J'ai mes relations aussi. Philippe Saint-Marco, qui a une réaction saine, dit on ne peut pas s'entendre avec ça, qu'est-ce que c'est, etc. Et là, il prend un uppercut de Gaston Defferre redoutable, en disant mais tu comprends rien en politique, il faut gagner, nous devons gagner, on ne peut pas laisser cette mairie entre les mains de la droite, donc il faut tout jouer. Le prépayé, c'était rembourser les frais de M. Manovelli. Voilà. C'est parfaitement bien vu par tout le monde. Sauf moi, d'ailleurs, qui à ce moment-là dit tranquillement, j'ai écouté, alors là, ça se fera sans moi. Si les électeurs qui votent traditionnellement à gauche et qui se sont abstenus dimanche dernier votent, je dois gagner. Je salue M. Gaston Defferre qui vient d'entrer tout sourire comme hier soir. Apparemment, vous êtes assez content de ce qui s'est passé. Ah oui, il y a de quoi. 81, il est un grand ministre, il fait cette grande loi de 82 qu'on met à néant aujourd'hui. Et à 83, le côté terrible, si vous voulez, c'est dans l'intitulé du programme, un grand programme de petits travaux. C'est à la fois sympathique, c'est en même temps redoutable, parce que ça signifie qu'on n'a plus de grands projets vers l'avenir. La joie est en effet de courte durée, car à Marseille, rien n'est réglé. Bien au contraire, les règlements de compte ne font que commencer. Nous étions avec un dirigeant unanimement reconnu, unanimement respecté, qui avait gagné ses galons dans la résistance, et qui était Gaston Defferre, et qui, non pas n'écrasait le débat politique, parce qu'il permettait l'expression interne, mais était réellement incontesté. Dès lors que Peset et San Marco se sont inscrits dans la bataille de succession, et que dans les cadres fédéraux, il y a ceux qui ont choisi l'un et choisi l'autre, il est bien évident que là, on est rentré dans une période qui est devenue délétère. En plus, il n'était pas là physiquement, hein, il était plus à Paris. Et ça l'amusait davantage Paris que Marseille. Il lui arrivait parfois de régler de Paris quelques problèmes marseillais. Je me souviens notamment de la lecture des éditos du Provençal, qui était une scène quotidienne toujours assez savoureuse, où on lui lisait l'édito du Provençal du lendemain matin. Mais en dehors de ça, c'était un homme extrêmement présent sur les dossiers, très pointu sur les dossiers, et qui ne laissait rien au hasard. Alors il savait quand même qu'il ne serait pas éternel, et qu'il fallait gérer des gens qui se prenaient l'envie de lui succéder. Et Mitterrand avait organisé un dîner avec Laurent Fabius, Gaston Defferre et moi. Petit restaurant à côté. Je le revois très bien ce repas. François Mitterrand, Gaston Defferre, Laurent Fabius et moi. Et Mitterrand, au bout d'un moment, dit vous voyez, Gaston, dans le fond, on a ici ceux qui vont nous succéder. En sortant, je dis je suis mort. Je suis mort. Ça a été un peu ça, d'ailleurs. Bon. Et parce qu'encore une fois, Gaston se succédait à lui-même. Le président de la République, conformément à l'article 8 de la Constitution, a nommé Premier ministre M. Laurent Fabius. Et là, d'un seul coup, perte de toutes ses responsabilités ministérielles insupportables. Parce que, il avait épuisé les plaisirs de la mairie de Marseille. Complètement. Bon. Il était dans sa dimension, il avait réussi son œuvre de décentralisation. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus encore? Qu'est-ce qu'il pouvait jouer? Donc pour lui, c'est vraiment, je dirais, le phénomène, encore une fois, de la cour, où d'un seul coup on vous écarte, quoi. Bon. Et ça, il a très très mal pris. Et donc le soir même, fait apporter une lettre, je revois très bien cette lettre, à Laurent, en lui disant non, tu peux pas, je veux rester, etc. Avec une explication politique.
Fabius a accepté. Et c'est comme ça qu'effectivement, il s'est retrouvé dans ce ministère qui n'avait plus rien à voir avec ce que ça représentait. Dans ses nouvelles responsabilités au plan et à l'aménagement du territoire, le ministre pourra continuer d'impulser en partie l'application de ce qui est sa loi, la loi sur la décentralisation. Le fait de quitter le ministère de l'Intérieur, pour lui, a été une sorte de crève-cœur. Et pourtant, et c'est là où l'homme est extraordinaire. Il a annoncé qu'il allait faire ce que Roosevelt avait fait après la crise, où il avait donné l'étude de l'Amérique à travers la photographie. Il a dit, c'est ce que nous allons faire au ministère du Plan. Il a fait venir Doisneau et lui a dit, il faut photographier la France. Il a lancé à l'époque, avec Servan-Schreiber, le plan informatique pour tous, donc dans les écoles. Il a créé le Centre mondial informatique. Bref, il voulait se rendre utile. Il a du temps. Il prend son temps, Gaston. Avec Edmond, il parcourt le monde, fait de la photo, beaucoup de photos, se prend de passion pour la botanique et l'école freudienne, cultive toujours celle de la voile et de la chasse. Depuis 10 ans, il tente une politique culturelle sur sa ville, mais c'est Edmond qui l'inspire. C'est elle qui se montre et, quand il le faut, décide de nommer, récuser ou célébrer les artistes et les intellectuels. Ils ne sont pas du tout ce qu'on croit, les Marseillais. Ce n'est pas des Tarzans. Ce n'est pas des gens fiers qui montrent leurs biscottos. Ce sont des gens très bouleversés qui ont vu arriver par vagues successives tous les malheurs du monde, après les Arméniens, les républicains espagnols, etc. Et on veut nous limiter cette ville à Pagnol et à la grosse farce. Et à Rému, mais quelle plaisanterie! C'est une population marquée par la Grèce, qui est à l'origine même de la population marseillaise, et qui est ce qu'il y a de moins satisfaisant en eux-mêmes, donc très critique. Quand on parle de Gastounais, ceux qui parlent de Gastounais montrent par là même qu'ils n'ont jamais connu Gaston Defferre. Gaston Defferre, c'était le contraire d'un Gastounais. Ce sentiment de devoir être le conquérant, le victorieux, Gaston Defferre l'avait en lui. Il ne faut pas oublier qu'il était protestant, qu'il n'était pas simplement protestant, qu'il était protestant des Cévennes, qui sont particulièrement, j'ose dire, durs à cuire. Je crois qu'il y a une série de lieux communs autour de la personne de Gaston que nul ne saurait pourquoi les combattre, on les constate. Je trouve le personnage est un personnage d'une dimension romanesque formidable. Un extraterrestre de la politique, devrait-on dire. Un guerrier capable de croiser le fer et de foncer tête baissée sur ses adversaires ou ses ennemis pour les décontenancer ou les humilier. A fortiori quand il s'agit d'un rival de son camp. Bon, M. Gaudin, vous savez, c'est pas une force de caractère. Quand je dis on ferme, dans le ministère de l'Intérieur, c'était comme un frémissement. Fermer le cercle de Francisi, c'était depuis 23 ans une chose impensable. Michel Peset, c'est un très petit problème. Le fameux combat Philippe Sammarco-Michel Peset, lorsque Philippe Sammarco vient comme secrétaire général de la ville, qui était un poste important, je le vois, et c'est une espèce de répartition des tâches. Lui, il avait pour mission de mettre sur pied une mairie efficace, bougeante, moderne, ce qu'il a fait avec talent. Mais en même temps, Philippe est un personnage assez froid. Derrière cette satisfaction de façade, il y a tout de même une bataille pour s'emparer de l'héritage de Gaston Defferre, qui refuse obstinément de choisir entre les dauphins potentiels. Pour lui, c'était tout son intérêt que d'avoir deux candidats possibles, éventuels. Comme ça, pendant qu'ils se battent, je suis là. On a beaucoup parlé du conflit entre Michel Peset et moi-même. Mais le vrai conflit, ça a été entre Gaston Defferre et Michel Peset. Ça a été évidemment le grand raté de ces années. Ça n'aurait pas dû se faire. Au moment où il a cru comprendre qu'il y avait une partie, il y avait les militants, peut-être une partie de l'opinion, même si elle était minime, pouvaient considérer que je pouvais être le successeur, et là, ça ne marchait plus, parce qu'il n'y avait pas d'autre que lui. Peset avait pris de plus en plus d'importance, quoi. Gaston en avait pris ombrage. Et un congrès doit avoir lieu.
Ce congrès de Fos, c'est un congrès interne au camp mitterrandiste qui, pour la première fois, se scinde en deux. Comment compter les partisans de Defferre et les partisans de Peuzet dans le courant dit majoritaire de l'époque. Donc ils ont passé la journée à essayer de se départager. Le congrès de Fos, c'est un congrès dont il sort minoritaire. On fait semblant, d'accord. Enfin, la liste du courant majoritaire, c'est une liste qui, Michel Peuzet, a composée majoritairement. Voilà. Alors, Michel a l'intelligence de tout ça, c'est en réunion à huis clos. Enfin, c'est un huis clos qui commence à 9h le matin et qui finit à 9h le soir. Donc tous les militants sont sur les marches de l'escalier en attendant. Bon. Là, il y a un conflit, voilà, qui a commencé pour des raisons obscures. Et dans une large partie non politique, d'ailleurs. Le lendemain matin, je partais avec Gaston Defferre aux États-Unis en avion avec le Concorde. J'avais d'ailleurs, moi, prudent, j'avais dit à l'hôtesse, j'avais dit, écoutez, mettez-moi un peu au fond. Et puis 3 minutes après, elle me dit, le ministre demande à ce que vous soyez avec vous. Et j'ai passé d'ailleurs 3-4 jours aux États-Unis avec Gaston, absolument formidable. Alors que la veille, ça avait été redoutable. Là, c'était formidable. Un homme qui ne montrait pas trop ses sentiments. Ça fait d'ailleurs partie de sa force. Il prenait beaucoup sur lui. Et je crois qu'il tenait le coup grâce à l'amour immense qu'il portait à Edmond Charleroux. Je me souviens, il lui téléphonait 10 fois par jour lorsqu'il était au bureau. « Allô, Edmond, c'est Gaston. » 10 fois par jour. Donc je crois que le rôle d'Edmond a été fondamental. Nous étions quand même deux socialistes actifs, militants. Forcément qu'on a de l'influence. Voilà Madame Defferre, qui... autant elle s'était entichée de Peuzet, quoi, qui était quelqu'un qui pouvait parler de la culture, tout ça, par conséquent, la grande romancière qu'elle était. Ensuite, la présidence du Goncourt qu'elle est devenue. Je sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, elle ne voulait plus voir Peuzet. Et dès que j'arrive à Paris, ma secrétaire me dit, à Paris, Madame Charleroux vous attend parce qu'elle veut vous voir d'urgence. Oui, très bien. Donc je vais voir Edmond. Elle me dit, est-ce que vous avez vu l'article du Monde? Je dis non. Et elle me demande de dire au Monde, rectifier. Je vous demande de faire ce communiqué. Je dis, je ne le ferai pas. Le titre est caricatural, mais le fond du papier, ça s'est passé exactement comme ça. Et à partir de là, ça a été vraiment les grandes divisions. À Marseille, rien n'est jamais simple. Il y a 15 jours, Michel Peuzet se querellait avec Gaston Defferre devant les militants des Bouches-du-Rhône. Pour beaucoup, la guerre de succession venait de s'ouvrir. Faux, affirment les deux hommes. Pourtant, il a fallu 7 heures de négociation à Bertrand Delanoë, monsieur Bonzoffice, descendu tout exprès de Paris. Et si les listes électorales élaborées donnent satisfaction aux deux leaders, Michel Peuzet y tient une place de choix, numéro 2 derrière Defferre à la députation et numéro 1 pour le conseil régional qu'il préside actuellement. Je suis content, le premier secrétaire est toujours content lorsqu'il rapporte devant son comité directeur et qu'il est suivi par son comité directeur. Donc la vie politique, elle est faite par moments de choc. Bon, il y a des chocs sur les analyses, il y a des chocs sur les problèmes d'hommes. Ça peut se poser ainsi, mais ce soir, vous avez vu, ça s'est très très bien résolu. Et je crois qu'avec M. Defferre, on fera un bon tandem pour les élections législatives. Et avec le président Philibert, je ferai un bon tandem pour les élections régionales. Je vois un Gaston Defferre un peu triste quand même. Voilà, lui, il sait qu'il ne sera plus un ministre important. En plus, il sait qu'il ne sera plus ministre du tout. Donc là, sonne le glas. L'atmosphère dans l'intérieur du parti était vraiment très mauvaise. Et il y avait une faction qui se dressait contre l'autorité de Gaston, qui ne le supportait pas. Et il a envie de reprendre la main contre celui qui incarne la résistance. Donc c'est Michel Peuzet, voilà. Donc là, il commence un combat douteux. Moi, je l'ai mis en garde immédiatement. Je lui ai dit, vous allez perdre. Ouais, non, mais tu verras. Et bon. Il a pas. C'est la vieille SFIO, là, qui fonctionne encore. Ça va être une séance très pénible demain et je préfère être à Marseille. Et Gaston m'a dit, je m'y oppose absolument. Je n'aime pas être materné. Je suis assez grand pour me
me défendre seul. Et toi, ton rôle est à Paris, à l'Académie qui t'a accueilli. Et il est seul, parce que moi j'étais monté à Paris, et en même temps que moi dans l'avion, il y avait Madame Edmond de Charleroux, il y avait sa femme. On va se battre pour que vous l'emportiez. Mais c'est un mauvais combat. Ah, d'accord. Il y va. Et les statuts prévoyaient le vote à bulletin secret. Et il le perd. Si ça avait été un vote à main levée, j'étais cuit. 8 heures de débat au sein du comité directeur de la Fédération des Bouches-du-Rhône, 8 heures d'affrontements, d'insultes, parfois de coups bas, entre les candidats de Gaston Defferre et de son ex-dauphin Michel Peuzet. Une bataille pour le contrôle de la fédération perdue par l'ancien ministre de l'Intérieur. Gaston Defferre était sorti très éprouvé de cette réunion dont l'objet était déjà de régler sa succession. Lui, à ce moment-là, bon, on se quitte, et il dit, bon, ben, rendez-vous demain matin dans mon bureau, on repart. Et je suis bien persuadé qu'il se préparait le lendemain matin à une volée de bois vert que nous allions recevoir. Ça me paraît évident. Je sonne le numéro de Marseille, il ne répond pas. Je me dis qu'il a peut-être continué à travailler dans son bureau de la mairie ou ailleurs. Et là, ben, la tragédie est qu'il est chez lui, il fait un malaise, il tombe, il s'ouvre le crâne. Voilà, ça, c'était pas évidemment quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Et le téléphone sonne à 5h moins le quart du matin, avec Philippe au bout du fil, me disant Gaston a eu un accident. Je dis c'est grave, il me dit oui, très très grave. Je prends l'avion de Marseille et j'arrive devant à l'hôpital où Gaston était dans le coma. Le directeur me rappelle en me disant ne viens surtout pas à l'hôpital, c'est un désastre, ils veulent tous ta peau. Je dis mais ça c'est pas ma peau qui me fait peur, hein, bon. Mais il me dit non tu peux pas, Edmond vient d'arriver, c'était le matin. Au dernier bilan, à 21h30, le professeur Vigourou se montrait très pessimiste. De par votre expérience, est-ce que vous pouvez imaginer une amélioration? Nous ne le pensons plus. On va désigner le coupable. Le coupable, c'est Michel Peuzet. Et on veut la mort politique de Michel Peuzet. Et ils l'auront. Et là, c'est des situations extrêmement délicates dans une vie parce que il y avait de la folie ambiante, quoi. Il y avait la notion du parricide, c'était Peuzet qui avait tué Gaston, etc. Et là, ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie, d'essayer de donner des proportions, parce que Michel avait simplement mené une bataille politique. Il ne pouvait pas lui imputer la mort de Gaston, ça c'était purement et simplement indécent. J'ai un coup de téléphone du préfet me disant « Monsieur Peuzet, je vais vous envoyer un service de protection. » Je n'ai rien à filer, gardez-le, votre service de protection. S'il y en a qui veulent me taper dessus ou me tirer dessus, ils pourront le faire. Hein. Alors on avait arrêté un dénommé Guidi, qui se promenait avec un revolver. Enfin, période de folie, de mensonges, de saleté. De saleté. Peuzet le parricide parce que les fidèles de Defferre et la veuve, comme dans la tragédie antique, a désigné le fidèle qui s'est révolté. Sous un soleil de plomb, le cortège au pas de la Légion et dans le recueillement le plus total se dirige ensuite vers la cathédrale La Major. 1 kilomètre rythmé par la marche funèbre de Chopin. Je crois que c'était un homme qui ne s'aimait pas. Les Marseillais l'aimaient pour deux. Près d'un quart de siècle après sa disparition, cet iconoclaste visionnaire fait de son œuvre une brûlante actualité. La décolonisation comme la décentralisation font toujours débat
Et c'est à lui qu'on le doit. Il existe des hommes singuliers qui, de leur vivant, incarnent à ce point leur propre légende qu'aucune succession ne semble possible. Ils ne l'imaginent tout simplement pas. Gaston Defferre est de cela.